Et si Donald Trump était détesté, pour les mêmes raisons que Juan Branco, plongé dans les coulisses du pouvoir entre élites parisiennes, CIA et soumission à l'Amérique. Et du coup, l'élection de Trump, vous la voyez plutôt d'un bon œil ou d'un mauvais œil? Moi, j'essaie de réfléchir à ces sujets par rapport aux intérêts français, en gros, de mon peuple. Euh, j'ai mis 10 ans à comprendre comment fonctionnait le système politique français. Et pour le comprendre à peu près, et je pense aujourd'hui avoir une idée assez précise de tous les mécanismes qui président à la fois au système électoral, mais aussi au système de décision au sein de l'État et ainsi de suite. J'ai dû en passer par un nombre incalculable de grandes écoles de formation, aussi par des expériences au sein même de ces institutions, une fréquentation des différents acteurs médiatiques, politiques, oligarchiques, et ainsi de suite, qui font que je fais toujours très attention au moment de juger d'un autre système politique, notamment un système étranger, parce que je me rends compte que si je n'avais pas eu ce parcours et si je n'avais pas fait tout ce travail sur le mien, j'aurais un regard très naïf et souvent et sûrement faussé. Et vous voyez, j'aurais été amené à prendre des positions politiques ou idéologiques ou même des jugements, à émettre des jugements qui auraient été en décalage par rapport à la réalité euh, à laquelle j'étais confronté. Donc je fais très très attention au moment de me positionner sur la valeur ou l'absence de valeur et ce que je note, c'est que nos supposées élites sont beaucoup moins précautionneuses et c'était complètement porté contre Trump en disant qu'il était un danger pour X, Y raison, de façon parfois un peu hystérique, sans se montrer très convaincant souvent, vous voyez, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi et sans probablement qu'eux-mêmes comprennent pourquoi ils s'emportaient si ce n'est par, là encore, effet mimétique quelque part. Il y a une très grande porosité entre les élites de la East Coast, donc des États-Unis, et les élites parisiennes. C'est très institutionnalisé. En gros, New York-Paris, c'est un petit village. D'ailleurs, Glucksmann le disait. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi, a priori, culturellement, que quand je me rends en Picardie. Et c'est très vrai. C'est-à-dire qu'au sein d'un certain milieu social à C'est Paris, certainement vrai. ouais, il y a vraiment cette. Et d'ailleurs, moi, quand on m'envoie à Yale, donc qui est à New Haven, à 1h30 de New York, on le fait à travers des partenariats qui ont été mis en place entre Normal Sup et donc l'école normale supérieure, c'est un peu l'école par excellence, la grande école la plus prestigieuse en France, de très loin. Il y a très très peu d'étudiants qui y rentrent et c'est-à-dire que c'est un cran au-dessus de Sciences Po, de HEC et tout ça. Et je pense que la seule véritable concurrente, ça serait par exemple Polytechnique. Enfin, vous voyez, c'est qui sont à peu près au même niveau. Et donc cette grande école, entre guillemets, a noué des partenariats avec toutes les grandes universités, notamment états-uniennes, de sorte qu'on peut partir et devenir professeur, enseignant dans ces grandes écoles, très jeune, à 21, 22, 23 ans, et vice-versa, pour maintenir des liens et pour se socialiser mutuellement et créer des liens de solidarité, de légitimation mutuelle aussi, qui vont faire qu'à travers les années, il va y avoir une coagulation d'intérêts qui est pas à percevoir d'un point de vue complotiste. En fait, c'est un système qui cherche à se renforcer. Et donc, évidemment, qui cherche à ce que ses dirigeants se connaissent. Mais du coup, qui fait qu'il s'auto-reproduit beaucoup. Et du coup, il s'isole du reste de la société. Et ça pouvait tenir tant que ces grandes écoles accueillaient des gens de toutes les classes sociales. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. C'est voire pas du tout le cas en ce qui concerne Normal Sup et Polytechnique. C'est toujours intéressant de voir que plus vous vous approchez du sommet, plus la diversité sociale se réduit. C'est-à-dire qu'il y a encore un peu la possibilité pour Sciences Po et quelques autres d'y arriver en venant de classes sociales qui ne sont pas forcément les plus favorisées de la société. Il n'y en a quasiment plus aucune quand vous arrivez, entre guillemets, au stade au-dessus. Et donc, cette homogénéité génère voilà, ce que je disais, c'est-à-dire des effets mimétiques qui font qu'on commence à juger sur des critères qui sont liés, par exemple, aux intérêts de la East Coast new-yorkaise et compagnie qui détestent Trump, un peu pour les mêmes raisons que je suis détesté par ces élites à Paris, c'est-à-dire parce qu'en gros, c'est un enfant de la balle qui a toujours grandi, qui était un de leurs copains, quoi. Tant qu'ils faisaient pas de la politique, tant qu'ils ne remettaient pas en question une partie de leur système, et dont ils n'avaient jamais imaginé qu'ils pourraient à ce point se radicaliser contre eux-mêmes. Après, bon, la rupture de Trump avec l'establishment est très artificielle aussi. Mais donc, du coup, moi, ce que je vois par rapport à la France, c'est l'opportunité d'une forme de détachement qui serait mutuellement acceptée et qui nous permette un peu de reprendre le contrôle sur nos destinées. Je rappelle par exemple souvent qu'il y a 200 agents de la CIA à Paris, stationnés à Paris. C'est très rigolo parce que c'est au 9.
je ne sais pas s'ils y sont encore, mais jusqu'à il y a très peu de temps, ils étaient au 9 boulevard Haussmann, qui est d'une part un immeuble loué au Qatar, et c'est là où ça devient très drôle, un immeuble loué au Qatar où s'est installé le Figaro, qui est quand même la pointe avancée de la lutte contre l'islamisme, les frères musulmans et compagnie, que finance largement le Qatar. Et donc, il y a un étage, en tout cas jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, il y avait, je sais pas encore, il faudra vérifier si c'est encore le cas, il y a un étage auquel on ne peut pas accéder au sein de ce... Tout appartient au Figaro, sauf le 3e ou 4e étage, qui a un accès spécifique, qui est le bureau principal de la CIA à Paris. Donc 200 agents de la CIA, pourquoi j'en parlais ? Parce qu'il n'y a que 4 agents de la DGSI qui sont chargés du contre-espionnage pour eux, c'est-à-dire de contrôler les agents de la CIA. Il doit avoir beaucoup de travail. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'ils sont même pas capables de mettre sur écoute le chef de station de la CIA. Vous voyez, et en fait, il y a une telle congruence et une telle fusion des appareils étatiques au profit des États-Unis, juste évidemment, du plus puissant. C'est toujours comme ça que ça se passe. Qu'en réalité, on accepte un peu, on accepte un peu tout ce qu'ils nous demandent. Et il y a très peu de résistance, très peu de contrôle et beaucoup d'interférences. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faudra travailler pour équilibrer un peu la relation et retrouver un peu de souveraineté. Mais comme on est tellement dépendant des États-Unis pour 1000 choses, notamment la surveillance de zones en Afrique, au Sahel, au Maghreb, au Proche et au Moyen-Orient, notamment en termes de surveillance électronique et compagnie, on a vraiment du mal à retrouver des formes de souveraineté. Mais du coup, ça nous amène souvent à nous embarquer dans des aventures où on devrait jamais participer. On la voit avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, à nous mettre véritablement en danger, parce que pour les États-Unis, que la guerre s'arrête en Ukraine ou aille un peu plus loin en Europe, ça change pas fondamentalement le sort de leurs citoyens. Nous impliquer dans ce conflit, c'est un enjeu existentiel et vital. C'est extraordinairement dangereux. Et je pense pas que ça a été très pertinent, les positions qu'on a prises pendant toute cette période.